et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Après les polémiques sur les bavures et les violences policières, Gérald Darmanin ouvre donc un nouveau front. Mercredi, il va présenter avec Marlène Schiappa leur projet de loi contre le séparatisme. Ce sera en Conseil des ministres. Alors, peut-il y avoir un consensus autour de la volonté de conforter les principes républicains et la lutte contre la radicalisation ? Comment aussi, et donc ça concerne les dossiers du ministre de l'Intérieur, comment aussi retisser le lien entre la police et les Français ? Puis au-delà, est-il juste de considérer que la pandémie du coronavirus impose une concorde nationale, voire l'union nationale autour d'Emmanuel Macron? Mais pour commencer, Fabien Roussel, la manifestation d'hier à Paris, des voitures, des vélos brûlés, des airs violents, entre quelques centaines de manifestants et les forces de l'ordre, est-ce que, comme le dit Gérald Darmanin, les casseurs cassent la République ? Bon, d'abord, je voudrais condamner ces violences, comme à chaque fois le Parti communiste le fait quand il y a des manifestations. Des violences qui sont le fait de casseurs qui s'introduisent dans les manifestations et qui n'ont rien à voir avec les revendications qui y sont portées. Et des violences qui sont aussi le fruit d'une politique de maintien de l'ordre qui n'est pas du tout adaptée, voire même qui, parfois, fait le choix de ne pas s'attaquer aux casseurs et de les laisser briser des vitrines de magasins. Maintenant, j'ai envie de dire une chose à Gérald Darmanin, que je connais bien. Qui casse la République aujourd'hui dans notre pays ? C'est qui ? Qui casse la République quand ce gouvernement s'attaque à la liberté de la presse ? Qui casse la République quand ce gouvernement fait le choix d'abîmer nos services publics, dont nos services de santé, qui sont bien à la peine aujourd'hui avec cette pandémie ? Les services publics qui sont ceux qui garantissent l'égalité de tous face aux difficultés. Qui casse la République quand aujourd'hui dans notre pays, la pauvreté s'installe, grandit, alors que les plus riches sont toujours plus riches. La République, c'est l'égalité des citoyens. Or, dans notre France, cette 6e puissance au monde, eh bien, il y a deux mondes qui coexistent. Il y a celui des pauvres, le monde du travail, c'est toutes ces gens qui n'arrivent pas à vivre dignement malgré le salaire, le maigre salaire qu'ils ont, et de l'autre côté, une classe des riches qui n'en finit plus de s'enrichir. Voilà ceux qui cassent la République à mon goût aujourd'hui. Ce sont ceux qui mènent la politique des riches, celle de Macron et celle de Darmanin. C'est une politique de banquier où des riches s'enrichissent toujours plus et où la pauvreté s'installe dans notre pays. Et cette pauvreté, elle touche autant des petits commerçants, des artisans, que des salariés qui aujourd'hui ont bien la peine à vivre dignement de leur salaire. Si je vous comprends bien, ceux qui cassent la République, ce ne sont pas les casseurs, ce sont les ministres, c'est le président de la République, c'est ça ? Mais ce problème de casse lors des manifestations est un vrai sujet, mais les syndicats comme les forces politiques qui appellent à ces manifestations l'ont déjà dénoncé à plusieurs reprises. On a une politique de maintien de l'ordre dans notre pays qui n'est pas adaptée à cette situation nouvelle dans les manifestations. On l'a dénoncé lors de la manifestation du 1er mai de 2018, la première manifestation du quinquennat d'Emmanuel Macron, où il y a eu des violences insupportables de la part de casseurs qui s'en sont pris à des vitrines. Les manifestants, le cortège syndical s'était mis en retrait, les casseurs étaient devant, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. On voit ça dans chaque manifestation. Les forces de l'ordre ne reçoivent pas d'ordre de leur hiérarchie d'interpeller les casseurs. Et ils laissent faire. Alors, voilà la réalité. Est-ce que ça veut dire, puisqu'on parle de la manifestation à Paris, où il y a eu le plus de dégâts et de violences, que vous demandez, comme le demande un certain nombre de dirigeants, notamment de la France Insoumise, Mélenchon, Corbière, ainsi de suite, la démission du préfet allemand, éventuellement celle de Gérald Darmanin? Mais vous savez, on peut faire démissionner des préfets et des ministres et conserver la même politique. Donc, mais là, c'est par rapport à la politique de maintien de l'ordre. Et c'est par rapport à la demande qui est faite par les manifestants, par la France Insoumise. Ils demandent la démission du préfet allemand. Écoutez, moi, ce que je demande, c'est un changement de politique. Un changement de politique de maintien de l'ordre pour protéger et les manifestants et les policiers. Parce que 95 policiers... Mais bien sûr, mais enfin, moi je n'ai... la violence, quand je vois un policier se faire tabasser à terre, je trouve ça inacceptable, innommable. Enfin... je le dénonce de la même manière. Alors, et donc, mais c'est la politique de maintien de l'ordre qui provoque ce genre de situation. Les policiers sont d'ailleurs, ils ont l'impression d'être de la chair à canon dans cette histoire. Enfin, la politique de nassage
celle qui consiste à enfermer des manifestants sur une place ou sur un pont, de les empêcher de sortir, de leur balancer des grenades d'encerclement, de leur balancer du canon à eau. Moi, j'en ai reçu, quand j'étais nassé moi-même avec des pompiers devant l'Assemblée nationale. On demandait qu'à sortir, la manifestation était terminée. Mais la hiérarchie, le préfet, a demandé de nous encercler et de nous pilonner. C'est insupportable. Alors, il porte une lourde responsabilité. Alors, il pourrait démissionner parce qu'effectivement, ce sont eux qui donnent les ordres. Le préfet l'allemand, le ministre de l'Intérieur devrait répondre des actes qui sont commis en son nom, justement, que ce soit sur la place de la République. Répondre des actes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il considère que le maintien de l'ordre a été mal fait, qu'il a conduit à des brutalités, à des violences, tant à l'égard de manifestants qu'à l'égard de policiers, eh bien, c'est qu'il est incapable d'assurer une politique de maintien de l'ordre, et s'il en est incapable, eh bien, qu'il démissionne. Alors, mais je redis derrière que ce qui est important, c'est pas tant la démission. C'est la politique. Ce qui est important, c'est la politique qui est menée. Parce qu'on a eu Castaner, on a Darmanin, mais ça change rien. Ça change. 2-3 questions, puis après on passe à un autre sujet. Alors, depuis 3 ans, il y a eu les Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, maintenant d'autres contre la proposition de loi sécurité globale. Est-ce que le contexte sanitaire et les difficultés des petits commerces sont compatibles, Fabien Roussel, avec le blocage des centres-villes désormais chaque samedi ? Écoutez, c'est des choses qui sont différentes. Je pense, moi, aux commerçants de la rue Gambetta de Paris qui ont vu leur vitrine saccagée. Et c'est la double peine. Et donc, vous le reconnaissez ? Mais bien sûr. Mais enfin, les premiers responsables là-dedans, c'est que ce gouvernement devrait entendre toutes les associations, les syndicats, les forces politiques qui demandent le retrait de cette loi sécurité globale qui porte atteinte à la République et à nos libertés, pour éviter qu'il y ait ces manifestations. Ça veut dire retirer la loi ? Mais bien sûr qu'il faut retirer, la loi. Mais la loi, il faut la retirer à cause de l'article 24, d'une part, dont on parle beaucoup. Il ne faut pas laisser le Parlement, Sénat, Assemblée... Mais la loi, il faut la retirer parce qu'elle porte atteinte à la police de la République. Cette loi, elle ouvre au privé la possibilité d'assurer la sécurité dans nos communes, par exemple. C'est une forme de privatisation de la police nationale. Vous vous rendez compte ? On va devoir aujourd'hui réclamer une police nationale publique. C'est le volet de la... Sous-entendu, elle est en partie privatisée. On précise les choses, c'est le volet de la proposition de loi concernant les associations c'est la possibilité sécurité. Par l'article 7 et l'article 8 les associations, pardon, les de entreprises recourir de à des sociétés privées et de même d'autoriser ces sociétés privées de faire appel à des sous-traitants privés. Donc vous imaginez la cascade de salariés du privé qui vont s'enchaîner là-dedans et puis comment les ordres vont être transmis. C'est la possibilité pour ces sociétés privées de pouvoir garder des individus, de pouvoir faire des contrôles d'identité. Mais enfin, c'est la privatisation de la police nationale. Nous, on veut une police nationale, citoyenne, de proximité et public. Voilà. Jamais je n'aurais imaginé que j'en viendrais à réclamer une police publique. Parce qu'ils s'en vont vers une police à l'américaine, avec des shérifs, et privatisée. Nous ne voulons pas de police à l'américaine dans notre pays. On veut des forces. On ne veut pas des forces de l'ordre. On veut des gardiens de la paix, au service des citoyens, sous contrôle citoyen, et qui renouent la confiance que l'on doit avoir dans notre police. Je poursuis sur les manifestations. En clair, est-ce qu'il ne faut pas une trêve dans ces manifestations ? C'est par rapport à la question que vous posiez il y a quelques instants. Éventuellement choisir des parcours de manifestation en dehors du centre de Paris. Pourquoi pas d'ailleurs au Bois de Boulogne ou au Bois de Vincennes ? Est-ce que ça peut se faire, ça ? Mais bien sûr. Oui, vous serez d'accord ? Mais bien sûr. Mais qui est responsable de ça ? Ouais. Enfin, c'est la préfecture. Attendez, je précise les choses. Oui, mais en accord avec les manifestants. Donc ça veut dire, est-ce que vous, donc patron du Parti communiste français, vous dites, maintenant, il faut faire en sorte qu'on manifeste dans Bois de Boulogne ou Bois de Vincennes. Aziza, c'est ce que vous venez de dire. Ouais, d'accord, soyons clairs. Ce sont d'abord la préfecture qui détermine les chemins, les parcours, d'une part. D'autre part, quand il y a des manifestations, et d'ailleurs manifester est un droit constitutionnel, je fais référence d'ailleurs aux commerçants et aux artisans qui ont légitimement manifesté dans plusieurs villes de notre pays pour contester la politique du gouvernement dans leur confinement et dans les aides qui n'arrivent pas toujours à bon port, et ils ont raison de manifester, les commerçants et les artisans. Le problème, c'est pas les manifestations qui passent par des grandes artères de Paris ou d'ailleurs. Le problème, c'est que la police
est incapable d'assurer le maintien de l'ordre et de séparer les casseurs des manifestants. Parce que peut-être que le problème qu'on nous indique... Et donc ce n'est pas une question... Le problème, c'est pas une question de parcours. Ouais. Parce qu'on pourrait décaler ça dans d'autres arrondissements de Paris, mais s'il y a des casseurs, les commerçants de ces arrondissements-là subiraient la même peine, ce qui ne serait pas juste. Ce que disent les policiers, et éventuellement les syndicats de police, le préfet, ainsi de suite, ils disent qu'il est très difficile de faire le tri entre les casseurs, les black blocs et les manifestants, et donc de foncer dans le tas, ça peut faire des dégâts collatéraux. Écoutez, venez un jour à une manifestation, comme moi, si vous voulez, on y va ensemble. Ouais, je suis allé, vous savez. Vous verrez, comme moi, que quand les casseurs commencent à s'attaquer à des vitrines, tout de suite le cortège syndical ou politique, j'en fais partie, on s'arrête, on a des services d'ordre, on s'arrête, et les casseurs se retrouvent isolés de la manifestation, devant les vitrines. Qu'attend la police pour à chaque fois agir? Ils ne le font pas parce que cette casse, ça sert leur discours, ça sert Darmanin, et c'est insupportable parce que les commerçants sont les premiers à en pâtir, et les slogans que nous portons, passent derrière parce qu'on ne parle plus que de la violence. C'est fait exprès. Ça veut dire que c'est fait exprès, c'est voulu. C'est une manœuvre politique. Mais bien sûr. Et c'est honteux. C'est honteux de la part de Gérald Darmanin et de la préfecture de police de laisser faire. S'ils sont incapables, qu'ils changent de politique, qu'ils changent de personnel. En tout cas, j'ai bien entendu que vous pourriez manifester entre Bois de Boulogne et Bois de Vincennes, ça vous poserait pas de problème. Mais si c'est pour provoquer les mêmes dégâts là-bas, je serais pas d'accord. Il y a pas beaucoup de choses à casser. La question, c'est de permettre à celles et ceux qui veulent manifester de pouvoir le faire dans la tranquillité, dans la sérénité. Alors, police toujours, ou lié à la police, cette réaction des syndicats de police très remontée après les annonces du président Macron sur le contrôle aux faciès. Emmanuel Macron les a dénoncés et il a annoncé le lancement dès janvier d'une plateforme nationale de signalement des discriminations afin, a-t-il dit, d'endiguer cette pratique. A-t-il raison? Est-ce que vous saluez peut-être cette initiative, Fabien Roussel? Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de mettre en place une nouvelle plateforme sur les discriminations pour connaître le niveau de discrimination qu'il y a dans notre pays. Il y a un rapport qui est remis tous les ans au gouvernement, au Parlement, par le défenseur des droits, et qui a fait état l'année dernière concernant les discriminations et la mise en cause de la déontologie des policiers, d'une hausse de 178% de cas liés donc aux discriminations. Donc, les faits sont connus. Les faits sont avérés. Il n'y a pas besoin d'un énième observatoire. Donc vous dites que ça sert à rien, c'est pas la peine? Il n'y a pas besoin. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Des observations, un défenseur des droits, une commission nationale consultative des droits de l'homme, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mesurer. Les thermomètres existent. Voilà. Et donc le problème est là. Quand est-ce qu'on s'y attaque? Enfin, il y a des propositions sur la table, notamment sur le contrôle aux faciès, avec notamment cette possibilité de pouvoir remettre à chaque personne contrôlée un récépissé, comme quoi il s'est déjà fait contrôler dans la journée, parce que c'est une réalité, ça. Donc c'est un récépissé qui serait donné par les forces de l'ordre. Bien sûr, une fois qu'on est contrôlé, on fait papier, ça y est, je suis contrôlé. Et puis, non, mais la question, on n'aime pas ça. Est-ce que vous n'êtes pas contrôlé parce que vous avez un visage qui ne plaît pas aux policiers? C'est ça, le contrôle aux faciès? Oui, non, mais le problème du contrôle aux faciès, c'est que des jeunes... Contrôle aux faciès, ça veut dire racisme, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est que des jeunes, par leur couleur, leur tenue vestimentaire, c'est aussi plus souvent des hommes que des femmes, sont contrôlés plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Voilà la réalité. Et donc ces jeunes, je pense à ces jeunes des banlieues, des grandes villes, que ce soit sur l'île ou Paris, ils vivent la même chose quand ils prennent le métro, les transports, quand ils viennent à la ville, à Lille ou à Paris, ils se font parce qu'on précise que vous êtes de Lille. Voilà, je suis de Saint-Amand-les-Eaux, mais à Lille, avec les villes autour de Lille, on vit la même chose. Les jeunes vivent la même chose. Et donc c'est pour vous de la discrimination? Oui, c'est de la discrimination, bien sûr. Du racisme? Enfin. Du racisme? Du racisme ou pas? Oui, c'est du racisme. Mais enfin, comment les jeunes français, des jeunes des enfants de la République, qui se rendent au travail ou qui se rendent à l'école, quand ils habitent Roubaix, qui viennent à Lille, quand ils habitent Saint-Denis, qu'ils viennent à Paris, quand ils habitent Champigny, qui viennent à Paris, et qu'ils se font contrôler à l'aller et au retour à chaque fois parce que ils ont une tête ou une tenue vestimentaire qui revient pas à la police.
Enfin, mais ils se posent la question à un moment donné. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? C'est la couleur de ma peau, c'est mon nez, c'est mes cheveux, c'est quoi le problème? Ça doit interroger. Ou alors quand ils même. se disent, c'est ce que je suis. Mais bien sûr, voilà. et donc ça broie une vie, ça casse une vie. C'est eux-mêmes qui quelque part, c'est la République qui les met en dehors de la République. Donc il y a besoin d'apporter des garanties. De faire en sorte que c'est ça qui permettra de retisser la confiance avec les policiers, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont contrôlés, une fois on leur remet un papier, ils sont tranquilles. Ça c'est bien police et même pas population que la journée, et citoyens. Je pense aussi aux policiers. J'espère qu'on va parler des policiers parce que ils sont eux aussi mis dans la difficulté. C'est eux qui sont mis dans la difficulté. Précisément de quelle manière? Mais ils sont mis dans la difficulté parce qu'aujourd'hui, les policiers, celui qui fait le choix de s'engager dans la police, qu'est-ce qu'il découvre au final? Il découvre des faibles salaires, il découvre une formation minimum, il découvre des horaires difficiles à concilier avec une vie de famille, il découvre que dès qu'ils sont formés et qu'on leur donne l'agrément, qu'ils sont assermentés, ils se retrouvent dans des zones sensibles, les plus dures, ils prennent des coups. Enfin, excusez-moi, c'est valable dans tous les corps de la fonction publique, y compris dans l'enseignement. Mais exactement, j'allais vous le dire. Voilà. C'est le même schéma dans l'éducation nationale. Comment voulez-vous que l'on sorte de ça plus fort pour exercer ses missions, que ce soit dans l'école comme ce soit dans la police. Donc ces jeunes-là qui se retrouvent avec leurs armes pour la première fois dans des zones difficiles, avec un salaire de merde, avec des conditions de travail compliquées, avec un manque d'encadrement, avec une formation limitée qui a été réduite en l'espace depuis 2015, dans l'espace de quelques années, qui s'est réduit à sa portion congrue. C'est seulement 8 mois chez nous, quand c'est 15 à 18 mois dans les autres pays de l'Union européenne. Donc Gérald Darmanin a dit, on est passé de 12 mois à 8 mois, maintenant il faut revoir ça à la hausse. Sauf que dans le budget, dans la loi de finances, que l'on va nous demander d'adopter, que l'on ne votera pas, il y a 1 million de moins, je vous l'annonce, il y a 1 million de moins pour la formation de nos policiers dans le projet de loi de finances. Donc, il fait l'inverse de ce qu'il dit. Et donc, c'est pour ça que je pense aux policiers. Si on veut reconstruire une police républicaine, nationale, de proximité, et qui donne envie à des jeunes de s'engager dans cette profession qui est utile, dont nous avons besoin, eh bien, il faut faire en sorte que ce métier puisse être exercé pleinement. Il est difficile, ce métier. 150 suicides chez nos policiers depuis le début du quinquennat de M. Macron. Il mesure ce que ça veut dire. La faute à Macron ? Mais il n'a pas répondu. Non, ce serait pas juste de dire que tout est de sa faute, parce que le problème, il est là d'avant quand même. Ouais. Il date de plusieurs années. Mais tout le monde met en cause, beaucoup de monde mettent en cause, notamment à gauche et aussi chez les macronistes, le fait que sous Nicolas Sarkozy, 10 000 postes de policiers et de gendarmes avaient été supprimés. Mais vous le dites aussi ? 15 000 postes supprimés sous Nicolas Sarkozy. Mais ça n'a pas été réparé par la présidence de François Hollande et par Manuel Valls. Et aujourd'hui, si ce gouvernement fait le choix d'en rétablir 10 000 à la fin du quinquennat, vous voyez un peu la longueur du bazar, il n'y a toujours pas de réponse apportée sur les conditions de travail, sur la formation, sur le contenu de la formation, sur les salaires, sur les primes. Enfin, ces policiers, quand ils sont dans ces situations-là, eh ben, certains, beaucoup trop se suicident. C'est insupportable. Alors, autre question, on avance. Dans ce contexte, est-ce que le projet de loi séparatisme est bienvenu selon vous, Fabien Roussel ? Alors, vous imaginez là de quoi on passe ? Oui, je sais. On passe de problèmes de sécurité, d'ordre intérieur et de séparatisme. Ça n'a rien à voir. Oui, mais je sais, parce que Gérald Darmanin a dit que c'est aussi pour favoriser la sécurité. C'est l'actualité. Voilà, alors le texte de loi va arriver au Conseil des ministres le 9 décembre, mercredi. Voilà. Une loi visant à renforcer la laïcité. Voilà, c'est pas une loi sur le séparatisme, c'est une loi visant à renforcer la laïcité dans notre pays. Est-ce que ça va dans le bon sens ? On précise quelques éléments de ce projet de loi. Contrôle financier du financement des associations, neutralité imposée dans les délégations des services publics, renforcement des contrôles des mosquées problématiques, scolarisation obligatoire. Est-ce que tout ça vous convient ? Scolarisation obligatoire d'ailleurs, est-ce que c'est bon ? La scolarisation, l'école obligatoire, aujourd'hui c'est l'instruction qui est obligatoire. Ouais. Ce texte de loi vise à rendre l'école obligatoire des 3 ans. C'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas porter atteinte à une forme de liberté qui existe en France pour des familles de choisir l'instruction
à la maison et en famille. Parfois pour des raisons de santé, et donc l'enjeu de ce texte, c'est de le préserver, préserver pour ceux qui font le choix pour la raison de santé. Tout à fait. Et ensuite de voir de quelle manière des familles qui font le choix de faire l'instruction à la maison puissent continuer de le faire. Alors aujourd'hui, c'est sur la base d'une simple déclaration. Est-ce que demain, ils pourront le faire en obtenant une autorisation ? Il faut voir. En tout cas, je suis, moi, pour favoriser l'école pour tous, obligatoire, dès 3 ans. Je suis aussi pour qu'il y ait... qu'on donne des moyens supplémentaires à nos écoles pour que l'école publique redevienne l'école de la République pour toutes et pour tous. C'est plus le cas ? Non, parce que l'école publique a été tellement abîmée. On a tellement dégraissé le mammouth qu'il n'y a plus que la peau sur les os à ce mammouth. Et qu'aujourd'hui... Mais ça remonte à quand, ça ? Ça remonte à... Vous pouvez remonter à 15-20 ans. Hein. C'est les années socialistes qui ont commandé. Aux années Jospin, par exemple. Ouais. Ils ont commencé à déshabiller... Vous savez depuis quand ? Depuis que l'Europe a imposé des politiques d'austérité à notre pays et qu'il a fallu réduire les dépenses publiques. Ça, c'est ce que l'on nous sermonne tout le temps. Et à force de réduire les dépenses publiques, on fait des économies sur l'école de la République, qui a perdu énormément de moyens. Donc, manque de formation pour nos professeurs, manque de moyens pour entretenir nos écoles, pour remplacer les profs absents. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'école publique est abîmée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que de plus en plus d'enfants se retrouvent dans des écoles privées, des écoles confessionnelles. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus d'écoles juives, catholiques, musulmanes? Les enfants ne grandissent même plus ensemble. Et après, on se plaint qu'il y ait du communautarisme. Mais enfin, pourquoi tout le monde ne se retrouve pas dans l'école de la République? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes différents. Pourraient grandir ensemble. C'est une question que je pose quand même. Oui, enfin, le principe, ça devrait être celui-là. Et on devrait pour ça avoir une école publique, l'école de la République, qui devrait être la plus belle des écoles pour que toutes les familles aient envie d'y placer leurs enfants. Il y a un certain nombre d'accords par rapport aux écoles privées. Il y a des écoles privées qui sont reconnues par l'État, qui ont des relations avec le ministère de l'Éducation nationale, et d'autres qui n'en ont pas. Là, c'est là qu'est le problème. Bien sûr, il y a des écoles des écoles confessionnelles. Des écoles sous contrat. Qui sont sous contrat avec une obligation de mettre en œuvre le programme, avec des professeurs payés par l'Éducation nationale. Et donc ça, je l'entends, mais ça mériterait que dans ces écoles, il y ait peut-être plus de contrôle aussi, si on veut. Ça existe. Oui. Et il y a toutes ces écoles hors contrat. Ah, les écoles hors contrat, c'est autre chose. Et concernant les écoles juives, je précise une chose, notamment par rapport à ce qui peut se passer en Seine-Saint-Denis, il y a un problème d'antisémitisme. Des parents qui considèrent que envoyer leurs enfants dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis devient de plus en plus compliqué. Écoutez, c'est un... Voire impossible. Ouais. Et pour cette raison-là, ils font le choix de mettre leurs enfants dans des écoles privées. C'est un problème. Quand l'école de la République ne réussit pas à répondre à tous les enfants, quelle que soit leur confession, c'est pour cela que nous devons mettre beaucoup plus de moyens dans l'école de la République, dans les écoles publiques, pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. On le voit bien là avec le dédoublement des classes à cause de la pandémie. Les élèves, vous avez interrogé des élèves qui vont dans ces écoles où ils ne sont plus que 15 au lieu de 30 et qui disent c'est vachement plus agréable. Alors, bien sûr, ceux qui sont à la maison, c'est pas bien. Mais si aujourd'hui on avait des classes avec 15 à 20 élèves par classe, avec des profs qui peuvent consacrer c'est ce qui avait été commencé à être fait par Jean-Michel Blanquer au début du quinquennat avec le dédoublement. Le dédoublement. Ça concerne que les CP, il faut pas pousser quand même. Hein. Oui, mais ça, les CP, c'est vrai. C'est vrai que ça concerne pas toutes les classes. Mais après, il faut des budgets. Mais si on pouvait donner beaucoup plus de moyens, avec des classes moins surchargées, des profs remplacés, avec des établissements à taille humaine, qui ne soient pas des grands groupes scolaires avec 1000, 1200 élèves. Enfin, on pourrait justement faire en sorte que tout le monde s'y sente bien dans ces écoles. Je redis un mot sur les écoles hors contrat, quand même, parce que dans ma circonscription, il y a une école hors contrat. Eh bien, le maire a jugé qu'elle ne répondait pas aux critères d'hygiène et de sécurité. Eh bien, c'est l'Éducation nationale qui a décidé de la maintenir quand même. Eh bien, ça, c'est un problème. Eh bien, c'est à ce genre de choses qu'on devrait s'attaquer. Alors, sur le projet de loi séparatisme, vous pourriez voter pour ou pas quand il viendra à l'Assemblée? D'abord, j'aimerais bien voir le texte de loi. Oui. Non, mais sur des grands principes. Il va être présenté. Bien sûr. Ah non, c'est pas une question de grands principes. Il faut attendre que ça passe au Conseil. Bien sûr. Non, vous rigolez, c'est tellement sensible. Enfin, vous savez que la loi de 1905 qui organise la séparation de l'Église
et de l'État, et qui fait que notre pays est une république laïque. Cette loi qui permet de faire vivre une laïcité pleine et entière, ouverte dans notre pays. Cette loi de 1905, elle fonctionne. Elle nous permet de vivre ensemble aujourd'hui. Y toucher, c'est quand même ouvrir la boîte de Pandore. Et il ne faudrait pas que cette loi visant à renforcer la laïcité dans notre pays soit prétexte à stigmatiser une religion, les musulmans en particulier, et que certains profitent de cette loi pour faire un amalgame honteux entre respect de la laïcité, musulmans, immigration, terrorisme. Si c'est ça le jeu auquel veulent s'aventurer la droite, l'extrême droite, avec la complicité de ce gouvernement, eh bien ce sera dangereux. Et c'est justement tout ce qu'a voulu éviter la loi de 1905. Alors on passe à un autre sujet, enfin c'est lié aussi à ça, à tout ce contexte actuel. Pierre de Villiers dans le Parisien aujourd'hui, il dit il y a un risque de guerre civile. Il a raison ou pas? Oui. Oui. Risque de guerre civile. Il y a une cocotte. Vous reprenez ces termes? Risque de guerre civile. Il y a une cocotte qui bout dans notre pays, avec une pauvreté qui monte comme jamais notre pays n'en a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec une personne sur deux qui arrive au secours populaire aujourd'hui sont des personnes qui n'étaient jamais venues auparavant. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui n'osent pas y aller, alors qu'ils en ont besoin, ils ne peuvent plus remplir leur frigo. La faute au contexte social ou à la crise sanitaire? La faute à une crise économique, et à des choix faits par notamment des multinationales qui font le choix de licencier aujourd'hui. Les premiers qui ont payé sont les intérimaires, les CDD. Et ensuite, aujourd'hui, ce sont des CDI, et donc des plans de licenciement entiers. Oui. C'est pas les conséquences de la crise sanitaire. C'est pas vrai. La crise sanitaire est un prétexte. La crise sanitaire est un prétexte pour de nombreuses entreprises, je pense aux multinationales, pour licencier et mettre en œuvre même des délocalisations massives de nos savoir-faire. Un exemple marquant, c'est Bridgestone. Vous imaginez 863 hommes et femmes, des familles derrière, et autant le double de sous-traitants qui ne vont plus pouvoir travailler. C'est une délocalisation organisée. La crise sanitaire n'a rien à voir avec ça. Alors, je pourrais vous citer Total, je pourrais vous citer Renault qui fait le choix d'aller produire sa Dacia électrique en Chine au lieu de la produire à Flins, et ils vont fermer Flins. Enfin, ils vont transformer Flins, mais on ne produira plus de voitures à Renault-Flins. Il me semble que Flins, ce sera pour les moteurs, si je me trompe pas. Mais c'est pour les moteurs, mais c'est dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on va faire au milieu? Ils vont perdre leur emploi. C'est de la désindustrialisation organisée. Je vous repose la question. Donc, on revient sur risque cette cocotte et ce risque de guerre civile. Quand il pourrait y avoir demain des émeutes de la faim. Il pourrait y avoir demain une nouvelle crise des gilets jaunes, avec qui j'étais encore hier à Valenciennes, parce qu'ils sont toujours là à réclamer de pouvoir vivre dignement. Rappelez-vous les gilets jaunes, novembre 2018, la taxe carbone est vécue comme une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui est en train de fondre comme neige au soleil. C'est pas tout à fait ce que disent les chiffres, c'est moins 0,2%. Vous allez regarder vos chiffres et les factures que vous payez. Ouais, mais si vous êtes branché au gaz, vous verrez qu'il y a encore depuis le 1er décembre une hausse de gaz de 2,4%, après 4% en octobre et en septembre. L'électricité a augmenté de 5,9% au 1er juin. Les factures augmentent et les salaires stagnent. Les pensions, elles n'ont pas stagné, elles ont baissé parce qu'on a augmenté, ce gouvernement a augmenté la CSG dessus. Les pensions de retraite, vous dites. Donc la colère, elle existe parce que le pouvoir d'achat des Français baisse, parce qu'il y a des plans de licenciement insupportables qui tombent sur des dizaines de milliers de salariés. Les salariés de Veralia, à Cognac, eh bien, eux, ils ont carrément un de leurs salariés qui a fait une tentative de suicide quand il a reçu sa lettre de licenciement. Et la colère, ils sont en grève depuis 15 jours. Là-bas, ils tiennent le piquet de grève parce qu'ils refusent les 60 suppressions d'emplois dans leur usine. Tout cela crée une situation explosive, terrible. Et il ne faut pas que ça explose. Il faut répondre
à ces attentes. Il faut répondre à ces salariés qui ne veulent pas perdre leur emploi. Il faut maintenir ces emplois. Il faut stopper les PSE. Moi, je serai Premier ministre aujourd'hui. Je mettrai un moratoire sur tous les plans de licenciement prévus dans notre pays, dans ces grandes entreprises qui, pour certaines d'entre elles, distribuent des dividendes. Sinon, explosion sociale. Oui, moratoire sur tous les licenciements. Sinon, c'est l'explosion sociale. Sinon, c'est le chaos. Il faut arrêter. Il faut répondre à la pauvreté. Tout de suite, il faut mettre un plan pauvreté en place. Vous voulez que je vous donne un chiffre terrible issu de ce projet de loi de finances? Dans ce projet de loi de finances, il va encore y avoir 71 milliards d'euros d'aide aux entreprises, dont la grande partie va être captée par les multinationales, et les artisans, les commerçants vont avoir des miettes. 71 milliards d'euros de cadeaux aux grandes multinationales, et pour lutter contre la pauvreté, 0,8 milliards d'euros. C'est ça les chiffres. Ce gouvernement, il a fait un choix de classe, c'est de soigner les riches, les premiers de cordée. Les autres, c'est des miettes, c'est le mépris, et c'est ça qui crée une situation explosive dans notre pays. Vous dites soigner les riches, on passe à la crise sanitaire, où il est question de soigner aussi les Français. Le gouvernement a-t-il choisi la bonne stratégie vaccinale et comprenez-vous la défiance qui accompagne l'annonce du début prochain de la campagne de vaccination? Écoutez, la stratégie vaccinale qui est mise en œuvre aujourd'hui, je suis rassuré par le fait qu'elle va passer, qu'elle devrait passer, nous le souhaitons en tout cas, par un débat à l'Assemblée, par les médecins, et puis un débat à l'Assemblée, c'est le minimum. Qu'on y associe des citoyens, c'est pas plus mal parce qu'il y a besoin d'instaurer de la confiance. Et donc surtout vous dites les médecins qui sont... Et surtout les médecins. Il faut passer par les médecins de famille, parce que ce sont eux qui peuvent convaincre chacun de se faire vacciner. C'est une Parce que vous dites qu'il y a un problème de défiance, il faut le faire. Aujourd'hui, il y a un problème de défiance face au vaccin, et face à ce vaccin en particulier. Je voudrais, moi, saluer les chercheurs, les scientifiques qui ont trouvé un vaccin. C'est quand même une belle avancée scientifique. En un an, alors qu'habituellement c'est 10 ans. Voilà. En si peu de temps, donc bravo à eux, bravo d'ailleurs à ce couple de chercheurs d'origine turque et afghane qui ont été réfugiés et accueillis en Allemagne voilà. et qui ont trouvé ce vaccin. Comme quoi, ça c'est un petit clin d'œil de l'histoire. Que je fais à ceux qui dénoncent l'immigration massive. L'immigration, elle est source de richesse pour un pays. La preuve avec ce couple qui a trouvé ce vaccin. Mais surtout, ce qui nous préoccupe, et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une campagne de pétition. Ce qui nous préoccupe, c'est que tout le monde puisse avoir accès au vaccin et qu'il n'y ait pas de profit sur la pandémie. Alors, on précise les choses. Le gouvernement a dit le vaccin sera gratuit, mais quand vous dites que tout le monde puisse profiter de ce vaccin, qui ne coûte rien, ça veut dire que vous considérez quelque part que les laboratoires vont s'en mettre plein les poches? Le vaccin, il va coûter, et il va coûter cher à la sécurité sociale, et il va coûter cher à des pays qui n'ont pas de sécurité sociale, et donc il va coûter cher à des citoyens d'autres pays. Mais pour nous en France, si on n'arrive pas à mettre la pression sur ces big pharma, ces grands laboratoires pharmaceutiques, qui vont vouloir gagner de l'argent, se distribuer des dividendes sur le dos de cette pandémie, eh bien, ce n'est pas acceptable. On n'a pas le droit de faire... Qu'est-ce que vous proposez? Nous demandons, par l'intermédiaire d'une pétition que vous trouvez sur le site du Parti communiste français, nous demandons qu'il n'y ait pas de profit sur cette pandémie, nous demandons que le vaccin soit vendu à prix coûtant aux États, nous demandons que les brevets soient partagés entre tous les laboratoires pour qu'il y ait de la coopération et que l'on avance sur les effets de ce vaccin et qu'on puisse faire en sorte de l'améliorer, par exemple en cas de l'année prochaine, de nouvelles vagues, pour regarder comment on peut à chaque fois lutter avec un meilleur vaccin si ce virus mute. En gros, comme c'est le cas de la grippe, quoi. Donc il faut une coopération entre les laboratoires pharmaceutiques, et puis nous demandons la transparence sur les accords qu'a passé la Commission européenne avec les laboratoires pharmaceutiques. Ces accords sont aujourd'hui secrets, ils ne veulent pas les révéler, et justement, si on veut de la confiance dans ce vaccin, eh ben, nous voulons aussi avoir accès à ces accords. Combien ces entreprises, ces multinationales pharmaceutiques vont se mettre dans les poches, et est-ce qu'il y a des clauses en cas de problème, en cas d'accident? Nous voulons savoir. Lié à cette crise sanitaire, il y a un point de détail économique.
qui concerne la vie de tous les Français. Nous sommes en plein week-end du Black Friday, Fabien Roussel. D'ailleurs, est-ce qu'hier vous avez fait les magasins, peut-être en famille, et est-ce que cette pratique inspirée des États-Unis est une bonne chose ou non pour le pouvoir d'achat des Français? Écoutez, déjà, je pense que nos concitoyens, à l'approche des fêtes de Noël, je pense moi à tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu du pouvoir d'achat, qui se sont retrouvés avec du chômage partiel et donc une perte de salaire de 16%, quand les fins de mois sont difficiles et qu'il peut y avoir des opérations de solde, quand les commerçants ont vécu une période de confinement et qu'ils ont besoin de déstocker et de vendre, une opération de solde comme celle que on vient de vivre ce week-end, je comprends qu'un maximum de nos concitoyens y participent. Moi-même, j'ai été aussi profiter des soldes hier avec mon épouse. Ah, vous dites des soldes, vous dites pas Black Friday. Ouais, c'est des soldes. Voilà. Mais oui, c'est des soldes. Faut le voir comme une opération solde. Et ça peut faire du bien parce que oui, le pouvoir d'achat, il est de plus en plus faible. Et donc, tant mieux. Et vous parlez des multinationales. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que aujourd'hui, on a laissé les mains libres complètement à au e-commerce, et je pense notamment à Amazon. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale ce week-end, inspiré d'associations comme Attac, Axfam, mais aussi d'études qui ont été faites au niveau de l'OCDE pour taxer enfin un groupe comme Amazon qui, lui, se fait, mais alors, beaucoup de beurre dans les épinards. Je crois que le patron d'Amazon France dit qu'il paye, il me semble, 400 millions d'euros d'impôts par an. Mais c'est rien. C'est honteux. Nous, ce que nous demandons, c'est que Amazon, déjà, paye des impôts en France au même taux que toutes les entreprises. Qu'il paye, sinon c'est de la concurrence déloyale. Donc, nous demandons de la justice fiscale. Amazon paye 3-4 fois moins d'impôts qu'une PME normale. Et ensuite, nous demandons une taxe exceptionnelle de 15% sur son chiffre d'affaires lié aux ventes qu'il a réalisées pendant la pandémie, exceptionnelle pendant 1 an. Tout cela rapporterait 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État, qui alimenterait le fonds de soutien à nos PME et nos commerçants. Alors on en vient à la politique, on va dire politicienne, Fabien Roussel. Est-ce juste de dire que vous n'êtes pas vraiment enthousiasmé par la candidature de Jean-Luc Mélenchon annoncée pour 2022? Fabien Roussel. Non, pourquoi vous dites ça? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes enthousiasmé ou pas par cette candidature? C'est son choix. Ouais. Oui, mais vous savez, il a décidé... les 2 dernières fois, le Parti communiste était derrière lui, 2012-2017. Est-ce que 2022, ça sera pareil? Jean-Luc Mélenchon, il a son propre processus de décision. Donc, vous l'interrogerez sur son processus de décision. Ça y est, ça a été décidé. Nous allons faire le nôtre. Et donc, nous allons décider dans 15 jours, le 12 décembre prochain, je vous l'annonce. Le 12 décembre prochain. Nous allons décider du calendrier. Dans quel cadre du calendrier dans lequel nous allons instruire donc ce débat dans notre formation politique. Et le débat, il est le suivant. Nous avons un projet pour la France, un projet en rupture avec le capitalisme aujourd'hui, qui répond à la crise économique et sanitaire que nous vivons. Et donc, ce projet, est-ce que il est mieux de le proposer à quelqu'un d'autre qu'il le porte à notre place? Nous sommes-nous les mieux à même? Nous sommes-nous les mieux à même de le porter parce que c'est le cœur de notre engagement politique. Vous dites, attendez, vous dites, nous sommes mieux les mieux à même, ou c'est une question qui est posée? Non, c'est la question qui va être posée aux communistes. Est-ce que vous voulez que notre projet soit porté par quelqu'un d'autre, comme ça a été fait lors des précédentes élections? Non, la dernière, c'était Marie-Georges Buffet en 2007. Oui, c'est pour ça. Depuis, il n'y en a pas eu. Est-ce que notre projet, c'est mieux qu'il soit porté par d'autres, comme ça a été le cas les 2 dernières élections 2012-2017, oui. Ou est-ce qu'il vaut mieux le porter nous-mêmes en faisant le lien avec les élections législatives qui ont lieu 6 semaines après et qui sont pour nous déterminantes parce que nous pensons qu'il est important d'avoir beaucoup de députés communistes à l'Assemblée nationale pour défendre le monde du travail, nos services publics, notre industrie. Et c'est pour ça que nous voulons nous battre. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de députés communistes à l'Assemblée nationale, mais aussi un maximum de députés de gauche pour enfin obtenir le changement dans notre pays. Je précise les questions. Donc, vous dites, il y aura 2 questions. Est-ce qu'on peut faire porter notre projet par quelqu'un d'autre ou par nous? On dit que s'il y a un candidat, ça sera vous, Fabien Roussel. Est-ce que vous souhaitez porter le projet du Parti communiste à la présidentielle? Et est-ce que vous pensez que la logique, c'est qu'un communiste, donc vous, portiez ce projet? Est-ce que c'est ce que vous pensez? À partir du moment où on ouvre le débat... vous allez bien dire quelque chose. Et que, à partir du moment où on ouvre le débat,
Et si les communistes décident de présenter un candidat et des candidats aux législatives avec un projet, il ne faudra pas être surpris quand nous le déciderons. Ce ne sera pas une surprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous instruisons le débat, c'est qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait un candidat. Donc c'est vous, un candidat. Et donc, ce ne sera pas une surprise pour nos concitoyens. Non, mais la question que je vous posais, c'était, est-ce que vous pensez que la logique, c'est que le Parti communiste est un candidat, en l'occurrence vous-même ? Ouais, ce que je vais vous dire. J'ai j'ai rencontré des salariés issus de 35 entreprises en l'espace de, depuis cet été. Je sens une colère tellement forte et une aspiration à ce que ça change et à ce que le monde du travail soit plus respecté, soit plus protégé. Une aspiration forte à ce qu'on change les modes de production, à ce qu'on donne du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Une aspiration forte à ce qu'on reprenne la main au mur de l'argent, à la finance, pour pouvoir véritablement peser sur nos choix, mettre l'être humain et la planète au cœur de tous nos choix. J'entends tellement cette aspiration à ça que oui, ça pousse pour qu'il y ait un candidat communiste à l'élection présidentielle pour porter cette aspiration à reprendre le pouvoir sur le mur de l'argent. Donc décision... S'attaquer au mur de l'argent, prendre le pouvoir à la finance, redonner tout le sens à notre combat pour la dignité humaine. Ça pousse tellement dans ce sens-là que ça ne sera pas une surprise si demain, les communistes décident d'avoir un candidat pour porter ce projet et d'avoir l'objectif d'avoir le plus de députés communistes pour défendre le monde du travail à l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est la rivalité, la concurrence avec la France Insoumise. Plus de députés que la France Insoumise. C'est ça votre objectif ? Non, pas du tout. Alors, je vous dis non. Non. C'est pas ça le sujet. Et donc décision en tout cas le 12 décembre. Le sujet, c'est pas ça. La France Insoumise, les socialistes, les écologistes, nous ne sommes pas concurrents. Nous ne sommes pas adversaires. Nous sommes différents. Et c'est ces différentes sensibilités qui font la richesse de la gauche en France. Mais beaucoup de ces forces ont tellement déçu ces dernières années, elles ont tellement déçu la France Insoumise, que la gauche s'est affaiblie. Et aujourd'hui, la gauche est faible plutôt de toutes ces composantes qui sont faibles elles-mêmes, plutôt que de sa désunion. Dernière question sur ce sujet, après on aborde la dernière partie de cette émission, il restera 4 minutes. Est-ce que, au passage, je vous demande aux élus communistes de ne pas parrainer la candidature de Jean-Luc Mélenchon, très rapidement? Non, parce que chaque élu communiste est libre de parrainer qui il veut. Disons que la délicatesse est d'attendre que le débat soit instruit dans notre parti avant de se déterminer, puisque le choix n'est pas encore fait, il est ouvert, et donc la décision sera prise au premier semestre. Normalement, premier semestre 2021. Mais donc le 12 décembre, c'est quoi la décision ? Et donc à ce moment-là, chacun pourra choisir. Non, mais le 12 décembre, c'est quoi alors ? Le 12 décembre, c'est notre Conseil national, c'est le Parlement du Parti communiste français qui décide du calendrier. Du calendrier, d'accord. Et ensuite, ce calendrier décidera que au printemps, on fera notre choix. Et donc, le contenu, les conditions dans lesquelles nous allons aller à ces élections, c'est en fonction de cela que les élus doivent se déterminer pour accorder leur parrainage. 3 minutes, des questions importantes. Dans l'actualité, il y a Fabien Roussel, l'extradition depuis la Norvège vers la France de Abou Zayed, l'un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers de 1982. 38 ans après cet attentat antisémite et islamiste qui avait frappé le quartier juif historique de la capitale, cette extradition va ouvrir la voie à un procès devant une cour d'assises spéciale. C'est un procès attendu de longue date par les victimes. Eh bien, qu'est-ce que cela vous inspire, Fabien D'abord, Roussel ? Je m'en souviens, des images effroyables, et je pense aux familles des victimes qui attendent depuis près de 40 ans un procès. Comme quoi la justice finit toujours par passer. Ouais, mais c'est long, quoi. Mais c'est très long. C'est inadmissible, c'est insupportable. Donc, c'est important que ce procès ait lieu. C'est important que les victimes, les familles des victimes aient des réponses. C'est important de redénoncer une nouvelle fois le terrorisme. Un terrorisme qui tue des civils, des innocents, qui est immonde. C'est important. Il y a un terrorisme antisémite. Un terrorisme antisémite qui a frappé une communauté, les Juifs, au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, avec cette grenade dans le restaurant de Joe Goldenberg. Enfin, c'est horrible.
Oui, on a tous ces images, en tout cas ceux qui étaient nés à cette époque. Et il est important que ce procès aussi lève les zones d'ombre qui pourraient encore exister sur cet acte terroriste. Et je fais référence aussi à ce qu'un ancien de la DST dit que la France aurait passé un accord avec le groupe Abou Nidal. Avec le groupe Abou Nidal. C'est quoi exactement? Il serait temps que toute la lumière soit faite. Alors depuis cet attentat de la rue des Rosiers, les attentats antisémites Fabien Roussel se sont multipliés en France. Des attentats commis par la mouvance islamiste et le plus souvent par des citoyens français, ce qui a été rappelé depuis 2 mois dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, pour qu'une partie de la jeunesse des quartiers voit dans chaque juif un ennemi, voire une personne à abattre? Nous vivons dans un monde et en France qui fait reculer l'humanité. Les attentats, là on parle de la rue des Rosiers, mais il y a eu la synagogue Copernic aussi avant, il y a l'assassinat de Mireille Knoll, mais je pourrais aussi parler de l'attentat contre la mosquée de Bayonne, je pense à l'assassinat des croyants à la cathédrale de Nice. Voilà. Il y en a dans le monde et en France qui théorisent la guerre des religions, le choc des civilisations. C'est la tenaille identitaire entre ceux d'extrême droite et en fait, ce sont des fascismes. Mais vous n'avez pas dit, en fait, vous vouliez dire les islamistes, vous dites extrêmement islamistes. Il y a un axe. Il y a des fascistes. Il y a des fascistes tenant de l'extrême droite politique française, tenant aussi de l'islam politique. Ces fascismes-là s'affrontent aujourd'hui, sèment le chaos, c'est dangereux. C'est bien pour ça que les valeurs de la République doivent nous protéger de toutes ces formes de fascisme, et c'est urgentissime. Cette violence n'a fait que trop de dégâts dans notre pays. Dernière question qui est liée à ce sujet. On a entendu il y a quelques semaines Éric Coquerel, député France Insoumise, faire sur Sud Radio un parallèle entre la situation des musulmans en France aujourd'hui et celle des Juifs pendant la Shoah. Est-ce que c'est acceptable de faire ce genre de parallèle? Non, parce que la situation de la Shoah et l'industrie du meurtre, de l'élimination telle qu'elle a été mise en place par les nazis est tellement unique dans l'histoire de l'humanité qu'il n'y a pas de comparaison que l'on puisse faire. Merci Fabien Roussel d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.